Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous aimez les chats, mais vous n'avez jamais été du genre à faire patte de velours. Pour vous mettre en joie, il n'y a rien de mieux qu'une bonne nuit de la déprime, dont vous êtes le créateur et l'organisateur. Bonjour, Raphaël Mézrahi. Bonjour Jacques Pessis, je suis ravi. Et moi aussi, on vous étiez venu tout au début des clés d'une vie, oui. mais maintenant on a beaucoup progressé. Et vous y retrouvez donc les clés là? Oui, les clés et surtout la nuit de la déprime qui a commencé voici 10 ans, dont on va parler tout à l'heure. Oui, c'est vrai. On va en parler. On est toujours là. Et nous aussi, ça tombe bien. Mais on va évoquer d'abord votre parcours à travers des dates clés. C'est le principe des clés d'une vie. Très bien. 14 mars 1992, votre première télévision dans cette émission. Double jeu, un spécial sexy. Et vous, sous le nom de David Cassuto, vous évoquez la création de Pégase, un magazine zoophile. Oui, c'est ça. Parce que c'était un copain, Pascal Forny, qui avait produit la toute première interview que j'ai faite de Thierry Ray, à l'époque, avec qui j'ai bossé, et voilà, et qui avait une société qui produisait Info Intox chez Ardisson à l'époque. Donc il me dit tiens, tu veux pas faire ce truc-là, machin. Je dis d'accord. Voilà. Ouais. Mais la première, c'était super sexy. Oui, effectivement. Mais là, c'est une télévision. Ouais. On peut pas imaginer un reportage passant aujourd'hui sur la zoophilie à la télévision. Dans la mesure où c'est Info Intox, je pense qu'on peut quasiment tout se permettre, ou même aujourd'hui, Info Intox, ça passe. Je crois que ça passe. Les réseaux sociaux ne comprendraient peut-être pas. C'est Info Intox. Je crois que, voilà, c'est comme si on rediffusait aujourd'hui des émissions des années 70. Moi, j'ai une émission de Carbone 14 à l'époque, Radio Libre, avec Jean-Yves Lafesse qui animait, et avec Serge Gainsbourg comme invité, et le but du jeu, c'était de trouver deux filles pour faire l'amour en direct dans les studios. Là, j'ai l'émission en intégralité. Je suis le seul à avoir le son, mais je ne le diffuserai jamais, ce son, parce que j'ai posé la question à son filleul Thomas Dutronc, et comme Serge était dans un état un peu... on va pas le diffuser. Voilà. D'accord. Alors, il se trouve que vous êtes né à Sousse, en Tunisie, qui est la perle du Sahel, et son équipe de football a gagné en 2007 la Coupe des clubs champions d'Afrique. Génial. Et ça, le football, c'est une de vos passions. Oui. Non, mais je dis oui, mais parce que ma passion, c'est les animaux, deux, la musique. Oui. Après, le reste, c'est bien. Mais une année, moi, j'étais très très proche du club de foot de Troyes. J'ai fait un film sur eux parce ils étaient pas montés en première division depuis plus de 30 ans. Et donc, au mois d'août, première journée de championnat, je prends ma caméra, j'y vais, et je vais voir l'entraîneur, le maire François Barouin. Je dis, ça vous dérange pas si je filme l'équipe toutes les semaines pendant un an? Mais pourquoi? Je dis, parce que je pense qu'ils vont monter cette année. Il me dit, mais t'y penses pas? Et ils sont montés. Donc, ils m'ont pris pour un fou un peu. Et à ce moment-là, il y a mon pote Jean-Claude Darmon qui me donne rendez-vous, qui est vraiment mon ami, c'est le parrain de ma fille, qui me chope et qui me dit, je te préviens, si tu touches au football, je te casse la gueule. Donc j'ai jamais touché au football, j'ai toujours été un peu supporter, mais avec distance, parce qu'il doit savoir qu'il faut pas aller trop loin. Alors, il faut savoir aussi que vous avez vécu un an à Sousse, c'est-à-dire qu'en le 1264, les terres détenues par les colons français, 450 000 hectares, elles sont nationalisées. Et vos parents partent pour Troyes. Oui. Et vous avez un an. J'ai un an, c'est ça, parce que leurs voisins de palier, j'ai pu revoir l'appartement dans lequel je suis né. D'ailleurs, c'était assez étonnant parce que mon père était génial. J'y suis retourné grâce à Tarak Ben Ammar, le producteur, qui m'a appelé. Il me dit, on va retrouver l'appartement dans lequel t'es né. T'es jamais retourné en Tunisie. Viens, je t'amène. Donc, il m'a amené. Je voulais pas trop au début parce que j'étais vraiment réticent. Parce que tout c'est le passé, tout ça, c'est compliqué. Donc, j'y suis allé. Il y a l'appartement que j'ai retrouvé. Il était vide. Et mon père, qui était gênant, je l'appelais en direct avec le téléphone, il n'y avait pas de moyen vidéo, et il me dit, regarde s'il y a le chauffe-eau à l'entrée, je l'avais fait installer. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Un chauffe-eau, c'était il y a 30 ans, etc. Donc c'était le côté un peu rigolo de mon père, quoi. Et donc je suis retourné ça fait quelque chose, parce que j'ai été super bien accueilli par les Tunisiens, c'était super, super chouette. Alors votre père était ouvrier, et quand on vient ensuite à Troyes, c'est une époque où on peut trouver du boulot facilement. Et surtout que leurs voisins de palier à Sousse en Tunisie, était garagiste à Sousse en Tunisie, et il partait s'installer garagiste à Troyes. Il dit, si vous ne savez pas où aller, venez avec nous, on vous amène à Troyes. Donc ma mère, c'était terrible pour elle, quoi. Plus encore que pour mon père, c'est-à-dire qu'il passe du soleil, des palmiers, tout ça, à Troyes, faut y aller, quand même. C'est quand même austère, quoi. Pour de vrai, même si les Troyens sont sympas et tout ça, c'est pas ça le propos, mais c'est compliqué comme vie. On passe quand même la rudeur du temps, et de la chaleur
autant rude, quoi. Donc c'est compliqué, quoi. Et ces années difficiles vous ont donné envie de réussir dans la vie. Et vous avez fait beaucoup d'études au départ, Raphaël Misrahi. Oui, j'ai fait des études un peu avec un frein à main parce que oui, non mais ça va. Voilà quoi. Oui, j'ai fait des études. Alors j'ai fait une licence de cinéma à la Sorbonne pour avoir Éric Rohmer comme prof. Donc j'étais vachement fier d'avoir Éric Rohmer. Donc c'était marrant parce que la première journée je m'en rappelle toute ma vie de cours. Tout le monde était là, tous les cursus, ceux qui faisaient philo, ceux qui pour voir Éric Rohmer dans la salle. Je dis mais attends, mais tous ces mecs-là veulent faire une licence de cinéma. Et au bout comme c'était très particulier Éric Rohmer, au bout de 4 ou 5 journées de cours, on n'était plus que 8. Parce que les mecs ont vu Rohmer, quoi. Donc c'est comme si on voyait Zidane, on voyait je sais pas quoi. C'est assez rigolo, quoi. Non, mais moi j'ai adoré. Quel mec génial, Éric Rohmer. Oui, mais tout ça pour devenir au départ représentant de commerce, votre premier métier. J'étais représentant de commerce, oui, avant. Pendant les vacances de Noël, Pâques, tout ça, etc. Ouais, je faisais beaucoup il fallait que je gagne ma vie. De toute façon, j'avais pas un rond, donc. Et puis est arrivé TF1. Vous avez réussi à rentrer comme stagiaire, ce qui serait impossible aujourd'hui, Raphaël Misrahi. J'en sais rien si c'est impossible aujourd'hui. Je sais pas. Vous n'avez pas les diplômes, c'est pour ça. Moi, je suis rentré stagiaire parce que j'étais en licence de cinéma justement à la Sorbonne et donc c'est parce que c'est le côté escroc, comme je rentre dans les détails, c'est que je devais avoir j'avais deux unités de valeur à Sancier et c'était trop loin de mon métro. Je dis ça me fait vraiment chier. Est-ce que je peux pas trouver un billet pour les squeezer ces deux unités de valeur? Donc j'ai vu la direction de la fac. Ils m'ont dit si tu arrives à trouver un stage dans l'audiovisuel, on te retire on te retire tes deux UE. C'est génial. Donc j'ai fait TF1 à la place des deux trucs. En plus après j'étais directeur casting. Je m'occupais du casting de Super Sexy. Je déshabillais 1500 filles en 2 ans. Et là c'était le début de ma vie, quoi. Et Super Sexy, justement, voici le générique. C'était le générique de Sexy Folie et de Super Sexy. Ça, c'est Sexy Folie. Ouais. Alors, Super Sexy, c'était après. Sexy Folie, c'était Antenne 2. Et après, c'était Super Sexy. C'était le début de TF1 privatisé. Voilà. Et il y avait France Roche, qui était une des présentatrices, qui a été une des pionnières de la télévision et qui a fait une des premières interviews de Bardot en 57. Ouais, tout à fait. Exactement. Ouais. Et finalement, vous avez donc débuté avec les premières émissions trash de la télé, ce qui n'était pas votre but et votre passion. Ah, mais pas du tout mon but. Mais moi, ça s'est fait complètement par hasard parce qu'il y avait une émission qui avait été créée par TF1 au tout début de TF1 privatisé. Il y avait une qui s'appelait Pirate. Il y avait La Fesse, il y avait Carl Zero, il y avait Les Nuls avant qu'ils aillent sur Canal. Il y avait Patrick Bouchité. Enfin, c'était exceptionnel comme émission. Et moi, j'avais commandé une corde de 300 mètres de long et je me baladais avec ma corde à TF1. Je venais de débarquer, hein. Déjà il me prenait pour un taré, donc c'était plutôt bon signe. Et il me dit tu vas faire quoi? Je dis je vais l'attacher à la tour Montparnasse et je vais courir très vite avec ma corde et j'arrêtais les gens pour leur demander est-ce que vous pouvez pas me surveiller ma tour parce qu'il faut que j'aille aux toilettes. Et donc comme c'était un chien donc et là ils m'ont pris pour un cinglé et là il y a cette nana que j'ai rencontrée en sortant des toilettes qui s'appelle Christine Emmerich qui était productrice de Super Sexy et qui m'a dit non pas du tout, le stagiaire, t'es avec moi. Donc elle m'a kidnappé. Donc j'ai pas pu faire les émissions d'humour que je voulais et bon voilà, j'ai fait du casting à la place, quoi. Oui, et vous avez été aussi, je crois, Raphaël Misrahi, journaliste pour Perdu de vue. Oui, parce que comme je faisais du casting sexy à TF1, j'étais forcément. Mais c'était bien avant MeToo, hein. J'étais forcément copain avec tous les producteurs de TF1 qui venaient me voir et me disaient alors c'était génial, quoi. Donc c'était rigolo. Mais moi je faisais ça, j'étais très 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 professionnel, quoi. Mais c'était vraiment un boulot, quoi. C'était j'allais déjeuner avec les filles, on buvait des coups. C'est très 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 parce que c'est pas ma culture de profiter de ce système-là parce que je suis pas, mais j'aurais pu, mais je suis pas livré avec. Et donc j'étais copain fatalement avec tous les producteurs et un producteur de Perdu de vue qui m'a dit tu veux pas faire, et donc j'ai été viré de Perdu de vue parce que je me baladais après avec une canne blanche et des lunettes noires. J'ai dit bonjour, je cherche le bureau de Perdu de vue, donc ils m'ont viré. Parce que moi tout doit me faire marrer, si ça me fait pas marrer je fais rien, quoi. Oui, exactement. En même temps vous êtes arrivé à une époque où TF1 prenait ses émissions et ensuite par quête de sens ils y ont renoncé. J'en sais rien, par perte de, je sais pas, peut-être d'audience aussi, parce que c'était privatisé, il fallait pas du tout jouer au con, là, fallait un peu se bouger, quoi. Donc j'en sais rien. Puis moi, tout ça m'a jamais intéressé. Je m'en fous, quoi, complètement. J'ai toujours été libre, et quand ça me plaît pas, je m'en vais. Voilà. Alors, et c'est pour ça que je surprends tous les gens du métier qui comprennent, les 2/3 ne comprennent rien du tout à ce que je fais dans la vie. Mais c'est pas grave. En tout cas, votre première intervention dans l'univers qui vous a fait connaître, c'est La Caméra des farceurs avec Marc Harish.
Ah oui, pour Nagui, c'était pour Antenne 2 à l'époque. Oui, les piégeurs. C'était produit par Marie-France Brière, qui ensuite m'a remarqué un peu là d'ailleurs, et qui m'a donné, qui a été la première à me donner ma chance avec justement les fameuses interviews. Et Jean-Pierre Ducéo, Téléunion, tout le groupe Expand de l'époque, c'est eux qui m'ont donné ma première chance. Mais justement, les piégeurs, c'était pas votre but au début. Ah, pas du tout, mais moi, j'ai aucun but, parce que tout ça, je m'en fous. C'est, mec, dit, t'es capable de faire ça, je dis, bah, si tu veux. Pour moi, il n'y a pas de, oui, pourquoi pas. Mais moi, je suis plutôt un intello de l'humour, quoi. C'est plus ça qui m'amuse, quoi. C'est de regarder les gens et de me dire, tiens, lui, si je lui dis ça, forcément, il va réagir de cette manière, et forcément, ça va le déranger. Donc, peut-être que je vais rebondir là-dessus. C'est de créer les arborescences en amont. Ça m'amuse. C'est jouer avec le cerveau d'autrui. Ça me fait marrer. Le reste, coucou, salut, c'est surprise, la caméra. Ça, j'ai fait surprise. Oui. J'étais le gorille dans l'appartement de Darry Cole. C'était moi le gorille. Oui. Mais c'est tellement pas du tout mon monde. Tout ça m'ennuie à mourir, quoi. Donc votre monde, c'est autre chose. Et on va l'évoquer à travers une autre date, le 8 août 2002. À tout de suite sur Sud Radio avec Raphaël Mesrahi. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Raphaël Mesrahi. Nous parlerons tout à l'heure de la nuit de la déprime que vous organisez. Mais là, on revient à une autre journée importante, le 8 août 2002. C'est la première journée du chat à l'initiative du Fonds international pour la protection des animaux. Et ça, vous y souscrivez totalement. Ah non, mais je souscris à tout ce qui touche au bien-être de l'animal. Voilà, sans aucune exception. Peut-être quelques moustiques, parce que c'est un peu chiant, ça peut filer des maladies. Et j'ai un chat qui est mort de ça, d'ailleurs, récemment, malheureusement, parce que voilà. Mais autrement, oui, le respect de la vie, voilà. Ma seule religion, c'est le respect de la vie. Voilà. Et le respect des chats, je crois que vous avez 16 chats chez là, vous. J'ai 16 chats, ouais. Là, je leur construis un chalet... je vais faire plus de 40 mètres carrés sur 2 étages, un peu moins de 20 mètres carrés au sol, mais oui, c'est avec. Je vais mettre 4 caméras de télé, je vais créer une chaîne qui s'appelle Télé Miaou pour voir la vie de mes chats 24 heures sur 24. Avec dans l'entrée un poster de Michel Sardou, et les internautes pourront mettre uniquement des chansons de Sardou pour les chats. Les gens me disent, ah bon, mais pourquoi ? Parce que c'est ça qui m'intéresse comme question. Et ben je sais pas, parce que je trouve ça bien, Michel Sardou, on s'attend pas à ça du tout, et on pourrait mettre Ne m'appelez plus jamais France, voilà, des trucs comme ça. Il faut les éduquer, ces chats. Oui, mais ils sont archi-éduqués, ils ont des prénoms, ils sont... Ah non, je m'occupe d'eux, je fais 1000 km pour eux toutes les semaines en voiture. Hein. Il y a quelqu'un d'autre qui faisait comme vous, c'est lui. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat. Car Georges Brassens, je ne sais pas si vous le savez, après Bobino, il prenait sa déesse, il allait à Crépierre, sa maison de campagne, nourrir ses chats la nuit. Non, je ne savais pas en particulier, mais je trouve ça formidable. Aujourd'hui, on a des caméras, donc je peux voir à distance ce qui reste comme niveau de croquettes. Donc tous les 3 jours, ils ont des croquettes pendant 3 jours, ils ont 12 distributeurs, un distributeur d'eau 24/24 hors gel. Et quand il y en a plus, il y en a encore. C'est le système de la chasse d'eau. C'est très important. C'est de l'eau courante. C'est pas de l'eau stagnante. C'est très important pour les microbes. Et donc, et tous les 3 jours à peu près, je leur donne de la bouffe fraîche. Donc ça va, quoi. C'est sous contrôle. Et ce sont des chats que vous avez recueillis, perdus. Ah mais complètement, c'était parce que il y avait une association, j'avais un chat très super, une association à qui j'ai fait confiance, s'appelle l'association des chats de l'Aube, et ils m'ont pris mon chat pour le castrer, ils me l'ont pas rendu, ils m'ont dit ah bah non, on l'a euthanasié parce qu'il a les sida du chat, mais sans me prévenir. Donc je trouve ça tellement abject, ils n'ont jamais compris pourquoi je les déteste, vraiment c'est scandaleux ce qu'ils ont fait, c'est une honte absolue. Et donc, il avait fait des petits. J'ai convoqué tous les petits il y a 1 an et demi. J'ai écouté, on a tué votre père. Je vous garde. Et donc, je les garde, pour rendre hommage au père. Et entre-temps, il y a une voisine qui s'est barrée en abandonnant des chats, 3 chats de plaine et 2 chats. Donc, j'ai récupéré, cet été, j'en ai eu jusqu'à 37. Et donc avec l'association, avec une association de protection d'animaux, on a récupéré pas mal de chats, on les a stérilisés, castrés, on les a placés, et là j'en ai gardé 16 et tout va bien, c'est sous contrôle, quoi. Et ils vous reconnaissent à chaque fois. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais je leur chante des chansons tous les jours que j'invente, donc ils détestent, mais c'est plutôt très très marrant. Mais moi c'est vraiment ma vie, quoi. Je suis très content de
je vis vraiment grâce à eux. Et un 1er avril, il y a eu, je crois, un refuge pour chats auquel vous avez participé en soutenant à Troyes, justement, la création d'un refuge pour chats, un 1er avril. Sûrement, sûrement. Non, mais moi, je suis dans tous ces trucs-là, j'y suis tout le temps. Hein, oui. Mais ça, je me rappelle pas en particulier, mais oui. Quand on m'appelle, même il y a plein de gens sur Facebook qui m'envoient des messages. De temps en temps, j'en aide. Ils sont très surpris que je les aide en direct. Je leur dis non, allez voir telle association, allez voir Stéphane Lamar, allez voir l'arche des associations avec qui je travaille, qui réunit plein de petites associations avec Christine Hiss à sa tête. Non, c'est des gens formidables avec qui de qui je suis proche, quoi. Oui, et en plus, souvenons-nous de Paul Léoto, écrivain célèbre, qui avait l'amour des chats plutôt que des humains. Oui, et puis Colette, et puis allons-y, quoi. Oui, non, mais Léoto, il travaillait à Paris, il habitait à Châtenay-Malabry. Il se déplaçait aussi tous pareil. Les jours, c'était les années 1900, et à midi, il allait nourrir les chats en lançant la nourriture par la grille pour repartir à son travail. Génial. Léoto. En même temps, c'est plutôt flatteur parce que Léoto, c'est tout ce qu'on aime, quoi. Ouais, et Charles Trenet avait dit d'ailleurs, je préfère Paul Léoto à François Léotard. C'est autre chose. Et François Léotard, au final, est plutôt très bien. Oui, vraiment. C'était pour rire. Non, mais j'ai bien compris. Mais quand on est politique, on sait pas trop. Et au final, quand on n'est plus à politique, on se dit, ce mec-là est vraiment bien. Et les deux Léotards sont et étaient super, quoi. Alors, l'aide aux animaux, ça a commencé dès votre enfance. Je crois que vous aviez un chat et une grenouille. Et ça a marqué vos jeunes années, Raphaël Mézrahi. Oui. Et puis moi, dès que je voyais un animal qui traversait, j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, je courais, je traversais avec. Ma mère me dit, mais pourquoi tu traverses, tu vas te faire renverser? Je dis, oui, moi, la voiture aura plus de chances de freiner qu'avec l'animal. Donc, l'animal, c'est moins sûr, mais moi, elle va s'arrêter pour moi. Et donc, je sauvais des animaux qui traversaient comme ça, quoi. Il y avait une grenouille aussi. Ouais, alors, grenouille, c'était terrible parce que nous, on n'habite pas loin des lacs. Maintenant, j'en ai plein des grenouilles parce que j'en ai tant avec plein, je sauve des grenouilles. Puis, avec Laurent Baffy, on avait créé un crapauduc aussi, donc, pour que les grenouilles puissent traverser sans se faire écraser. Donc, j'ai eu dans mon coffre jusqu'à 1500 grenouilles et crapauds à un moment donné. Ah bon? Pour les faire traverser, oui, pour pas qu'ils se fassent écraser, ouais. Parce que ça met un peu de temps pour traverser, donc donc on fout tout dans la bagnole et ensuite on les fait traverser on les met dans les temps en face, quoi. Donc ça se reproduit, il y en a encore plus, donc on fout un merdier sans nom, quoi. Voilà, mais on les trouve où ces 1500 grenouilles? S'il y a des saisons, les saisons de reproduction, dans à Rueil-Malmaison où habite Baffy, il y a pas mal de grenouilles et des crapauds et il y a des saisons, la saison de la reproduction, donc ça traverse n'importe où. Donc nous on récupère, on les met dans un sac et on les fait traverser pour pas qu'ils se fassent écraser. Mais s'il y a des saisons, et avant l'été il y en a et voilà, on sauve plein de bêtes comme ça, quoi. Et conséquence, effectivement, Raphaël Mézrahi, vous êtes devenu végétarien. Oh, je suis depuis très longtemps. Oh là là, je le suis depuis l'âge depuis 13 ans. J'ai toujours voulu être végétarien. Je suis né comme ça. Mais ma mère me dit non, pas du tout. Tu vas manger de la viande, elle me faisait des boulettes, je sais pas quoi. Et je dis non, je mange pas d'animaux vraiment. Et au final, à un moment donné, ils m'ont foutu la paix et je mange. C'est pas un phénomène de mode parce que si vous avez eu la gueule du phénomène de mode, non, je mange pas d'animaux depuis ni poisson ni viande, quoi. Depuis une vie, quoi. Et votre plat préféré, je crois, c'est le minestrone. Ah ouais, minestrone, ouais, c'est exceptionnel. J'adore la soupe, j'adore les potages, mais minestrone c'est numéro 1 et spaghetti à la puttanesca. Et il y a un œuf de temps en temps. De temps en temps, de poules qui vont vite. Et d'ailleurs, vous aimez tellement les animaux que je crois que pendant vos spectacles, le premier rang était occupé par des animaux en peluche. Oui, et les peluches, je les vendais au profit d'associations pour animaux. Enfin, je fais en sorte d'amener de la légèreté. Parce qu'on pourrait être complètement fanatique, crier au scandale, tout. Mais c'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses, je crois pas. Voilà, faut un peu de souplesse, mais ferme en même temps, quoi. Et puis un peu rigoler. Donc, puis ça me faisait marrer, surtout de voir mes comédiens jouer devant des peluches, quoi. C'était complètement dada, voilà, sans jeu de mots. C'est l'amour en peluche, quoi. Exactement. C'est ça, bravo. Mais il se trouve aussi que cet amour des animaux, cette défense des animaux, c'est né pendant l'enfance et ça a continué, ça s'est développé, Raphaël Mézrahi. Oui, encore une fois, mais sans fanatisme, hein. C'est vraiment, ça s'est développé parce que c'est... je leur parle, mais sans leur parler. Je les regarde, je ressens, mais je trouve ça tellement exceptionnel. La nature, hein, les arbres, moi, je suis parce que les mecs me disent comment tu fais tes interviews, comment tu t'arrives à ne pas rire, comment t'es pas impressionné. Je dis mais je ne peux en aucun cas être impressionné par un être humain. Je suis impressionné par la nature.
mais pas par l'humain. L'humain m'impressionne pas du tout. Je le respecte, je peux l'admirer, je peux tout ça, hein, évidemment, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais je suis pas impressionné par un être humain. Jamais je suis impressionné par un arbre. Alors, vous avez aussi créé, Raphaël Mesrahi, un champagne à votre nom, mais un champagne végan, sans la moindre présence animale. Ouais, vegan, ouais. Je faisais un match humanitaire de tennis avec François Barouin, parce que je suis de Troyes, enfin, je suis très souvent. Et j'y connais rien en tennis, à part me ridiculiser, mais ça a dû le faire marrer, donc il me dit viens, donc j'y suis allé, moi, comme dès que je peux être ridicule, j'y vais. Et à la fin, il y avait un mec qui distribuait du champagne, et n'y connaissant rien, il me dit tiens, tu veux bien faire une photo? Je dis bah, à condition que tu viennes offrir le champagne tous les jours dans mes spectacles en tournée. Elle me dit, bah là, faut venir au pressoir. Donc, le pressoir, c'est à 15 km de chez moi. C'est vers la côte des Bars, vers Bar-sur-Seine. Et donc, j'y suis allé. Et là, je commence à trier parce que comme s'il n'y a pas de pesticides à des pucerons, et pour manger les pucerons, ils injectent des coccinelles, pince-oreilles. Enfin, il y a toute la biodiversité qui vient naturellement pour manger les pucerons. Et moi, je commençais à trier les bêtes. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, attendez, vous faites un truc clean, bio, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de pesticides, vous mettez de la biodiversité, mais à la fin, vous les laissez mourir comme ça. Je dis, non, pas du tout, vous faites la moitié du travail. Moi, j'y connais rien, mais vous faites la moitié du travail. Et laissez-moi faire, filez-moi 10% des terres et je me débrouille. Et donc, on s'est mis à tout trier, et puis j'ai dit, on va aller beaucoup plus loin. On va faire un filtrage végétal, parce que le filtrage peut être fait à base de gélatine de porc, de sang de bœuf, etc., d'intrants animal. Donc, on filtre au petit pois, ou on peut filtrer aux algues également. Et donc, toute la chaîne est végétale. Donc, on a créé le premier champagne vegan au monde avec Thomas Chorlin à Celles-sur-Ourse. Et on a eu la note de 15 sur 20 à l'aveugle par la revue du vin de France. Et on est dans le top 10 des meilleurs champagnes. Donc, je suis plutôt très content, quoi. Oui, vous le méritez en tout cas. Et on va continuer à voir vos paroles uniquement, ouais, avec une autre date, le 17 mars 2005. À tout de suite sur Sud Radio avec Raphaël Mesrahi. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Raphaël Mesrahi. Nous parlerons tout à l'heure de cette nuit de la déprime, qui est une tradition importante et essentielle. Et là, on revient à une date, le 17 mars 2005. C'est le premier des 3 jours au Stade de France. Enfin, le Stade de France, l'auditorium du Stade de France. Oui, c'est ça, la salle entre les toilettes et la loge présidentielle. Ça me faisait rire. Donc je fais mon spectacle là-bas, parce que je faisais une trilogie. Parce que j'étais jamais monté sur scène. Donc le premier s'appelait Je m'entraîne. Le deuxième, Je suis presque au point. Le troisième s'appelait Je crois que je suis au top. Oui. Et donc j'ai fait devenir un crépier hollandais. Mais jamais il a entendu parler de moi, mais je vais venir le top du crépier hollandais avec Grand Marnier pour offrir des crêpes Grand Marnier à tous les spectateurs. Et les gens venaient me voir d'abord au Petit Palais des Glaces, ensuite Stade de France. Ils savaient pas du tout ce que je faisais. Puis je me rappelle, au début, je connaissais pas le métier, donc j'ai appris la scène comme ça, mais je faisais venir les gens en les appâtant avec une crêpe. Et donc les mamies, il y en a plein qui venaient, qui revenaient, et il y en a une qui avait dit à l'autre, elle dit oh c'est nul, et l'autre elle lui dit vous avez de la chance, la semaine dernière c'était pire. Donc mais moi je faisais ça uniquement pour assister à ce spectacle. J'organisais un spectacle pour moi. C'est ce que les gens ont pas compris. Ils commencent à comprendre maintenant comment je fonctionne. Et maintenant, j'offre vraiment des spectacles aux spectateurs. Et tout va très bien. Mais au début, je faisais ça vraiment pour rigoler, quoi. Et alors, en fait, tout a commencé, je crois, lorsque vous assistiez à un match des Bleus. Et en allant aux toilettes, vous remarquez cette petite salle. Oui. Et puis, toujours, mon copain, Jean-Claude Darmon, qui est très proche du football, tout ça, etc., avec les neveux, ils m'ont dit, au début, moi, le premier truc que je voulais, c'était être le premier humoriste à avoir les panneaux tournants au Parc des Princes pendant un match. Et j'ai eu les panneaux tournants, Raphaël Mesrahi en spectacle, pendant un match. Ensuite, je suis allé interviewer les footballeurs. Il me dit, nous, on attendait la deuxième mi-temps démarrer. On voyait ton nom qui défilait. Il dit, c'est pendant le match. Donc, c'était ça qui était plutôt rigolo. Et après, je suis allé les voir pour avoir ça, ce qui était assez étonnant. J'ai fait venir Jean-Luc Lemoyne, qui était pas très connu à l'époque, qui venait à la fin faire un compte-rendu de ce qu'il avait compris, le déguisé en gendarme ou je sais pas quoi, et en disant c'est une honte, c'est scandaleux. Donc le directeur du Stade de France m'appelle le lendemain chez moi en disant c'est vraiment honteux, monsieur Mesrahi, on a été déçus, on vous a fait confiance, mais même la personne qui est venue à la fin a dit ce qu'elle en pensait, c'est scandaleux de faire ça, c'était un spectacle, on n'a rien compris du tout, machin, etc. Le lendemain, la même personne me rappelle, j'ai dit qu'est-ce que j'ai bien pu encore faire? Et plus rien à voir. Alors, on a fait un 180 degrés.
Et le mec, il dit, oui, il y a toute la direction de Kodak qui était là dans la salle. Est-ce qu'il pourra acheter votre spectacle avec le même lieu, en intégralité? Est-ce que ça vous intéresse comme proposition? Et on fera des propositions financières. N'hésitez pas à me rappeler. D'un seul coup, je suis passé d'un tocard à un génie. Et oui, bon, bah, ça m'a fait marrer. Et depuis, après, ils m'ont bien aimé. Puis après, tout le monde tous les 3-4 ans, dans les grosses boîtes, les gens sont virés, remplacés par d'autres gens. Donc, je les ai plus revus, quoi. Ouais, effectivement. Alors, il se trouve qu'il y avait des affiches. Attention, il reste 250 places au Stade de France, alors qu'il y en avait 250. Il y en avait que 250, ouais. Ça, j'ai fait ça avec Jacques Séguéla, alors qui est formidable dans le délire, ceux qui connaissent pas. Dans la mesure où c'est un copain de Gainsbourg, un copain de Desproges, forcément, c'est quand même quelqu'un de bien. Et moi, c'est vraiment un super pote à moi, Jacques, c'est mon grand frère, et il est formidable. Il a 90 ans, il me dit oui, je vais peut-être investir dans cette maison qu'on va retaper, ça sera prêt dans un an. C'est formidable. Enfin, il sera jeune éternellement. Et donc on a bossé là-dessus. Et, on a mis des affiches partout dans le métro, sur les bus. Il m'a trouvé des prix, des trucs incroyables. Même Gérard Jugnot m'a chopé. Il me dit mais comment tu fais pour avoir une campagne comme ça? Je dis bah tu sais, je veux dire, moi ma famille est très influente. Alors c'est pas du tout vrai. Et donc mais dès que je peux raconter n'importe quoi, je le fais, quoi. Ça m'amuse, surtout. Alors, justement, ce qui vous a rendu célèbre, Raphaël Mézrahi, ce sont les impostures. Il y en a eu 136, je crois. Ouais, mais plus après, parce que j'en ai refait depuis, puis voilà. Ouais, Comment c'est né, cette idée? Le premier mec que j'ai vu qui fait ça, donc en France, tout le monde a connu Pierre Desproges, qui avait interviewé Françoise Sagan. Ouais. Mais moi, j'étais influencé par le tout premier, qui s'appelle Norman Gunston, qui fait pareil que ce qu'a fait Desproges après, et ce que moi j'ai fait, ce qu'après Borat a fait, etc. On est une 15-20 dans le monde à faire ça, quoi. Et j'ai rien inventé, mais après, et parce qu'il y avait de temps en temps, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas tout ça, mais de temps en temps, il y avait des best-of des meilleures émissions du monde sur FR3 à 22h ou TF1 très tard, etc. Et j'étais tombé sur un panel de tout ce qui se faisait dans le monde, et j'étais tombé sur ce mec-là, Norman Gunston, et je suis assez content parce qu'aujourd'hui avec YouTube, on peut voir le travail de cette personne. Il avait interviewé Led Zeppelin, il a interviewé Clapton, mais c'est incroyable. Aujourd'hui, vous tapez Norman Gunston et vous voyez les premières interviews sur YouTube, et c'est génial, quoi. Il y a quelqu'un d'autre qui vous a influencé, Raphaël Mézrahi. Écoutez sa voix. Qui sasse Jean Dutour, vous êtes un académicien qui était particulièrement... Jean Sas, le charabia. Jean Sas, c'est un génie. Il interviewait quelqu'un, oui, et il disait n'importe quoi, oui, et l'autre était obligé de répondre. C'est ça. Après, Jean-Claude Massoulier l'avait refait à sa manière, mais le premier, ça s'appelait Face à Sas. D'ailleurs, son émission, Jean Sas, c'était un génie. Je sais pas s'il est toujours en vie ou pas. Non, il n'est plus en vie, mais ouais. C'était un mec exceptionnel, Jean Sas. Ouais, bien sûr, mais il y en a plein. Je pensais que vous alliez me faire écouter Harpo Marx ou Groucho Marx, mais tout ça, c'est la famille, quoi. Et Pierre Dac, évidemment, et Francis Blanche, etc., quoi. Mais Jean Sas, en fait, moi, je me souviens d'une interview au Festival de Cannes où il s'est fait passer pour un journaliste russe. Il a interviewé Gilles Jacob, le président du Festival de Cannes, et à la fin, il l'embrasse sur la bouche, il lui fait chanter Il était un petit navire. Quand ça a été diffusé, ça a été très mal pris. Mais oui, mais ça c'est du génie pour moi. C'est aller au bout du bout. C'est-à-dire qu'on a une idée, on suit le planning, on suit la ligne conductrice et on y va. Et ça, c'est génial. Donc, vous êtes devenu Hugues Delatte avec une tenue toujours la même, assez ringarde. Et... Oui, mais la première interview que j'ai faite, c'était Thierry Ray, champion du monde de judo, champion olympique. Et je lui avais dit, uniquement pour la vanne, hein, j'ai dit, écoutez, moi le judo, ça tombe bien qu'on en parle parce que je suis mieux placé quiconque pour en parler parce que j'en ai déjà fait. Il me dit, ah bon, vous êtes ceinture quoi? Je dis, ben jaune, mais j'en avais déjà fait. Donc c'était vrai, quoi, le truc. Mais moi, j'étais très, très mauvais. Et uniquement pour ça, ça me faisait marrer de le faire. Et j'avais pas le gilet, encore. J'avais une veste. C'est la seule interview avec une veste. Après, le gilet est arrivé quand j'ai interviewé Pierre Arditi. Et je me suis dit, là, je mets le paquet, je vais acheter ce qu'il y a de mieux. Et c'est mon goût de chiotte qui m'a vraiment rendu service. Pour de vrai. Alors, il se trouve qu'il y a eu des interviews et ce personnage qui est un mélange de Darry Cole, Jean Carmet, de Pierre Desproges et d'Harpo Marx. Ah oui. Ah bah, Darry Cole, quel génie. Jean Carmet, quel génie. Non, c'est des gens qui ont enfin voilà, quoi. Je les ai tellement aimés. J'ai très bien connu Darry Cole. On est allé voir une paire de spectacles ensemble. Il était assis à côté de moi, mais c'était des grosses pièces qui avaient eu des Molières et tout. Et il me disait, oh, il se ramasse, c'est mauvais. T'as vu, oh, c'est terrible. Alors que c'était génial. Mais c'était que ça. Donc j'avais 2 pièces pour le prix d'une, quoi. C'était extraordinaire. Quel moment, quel mec formidable. C'était un grand musicien aussi. Grand musicien, oh là, un pianiste. Il était primé. Il avait il était incroyable, Darry Cole. Incroyable. Joueur il jouait dans les casinos, poker, je sais pas quoi, mais après il s'est fait interdire et tout. Il a perdu beaucoup d'argent. Il a perdu beaucoup, mais quel mec
tellement. Mais non, mais c'est vrai. Hein, mais pour de vrai, enfin, c'est con, mais ces gens nous manquent. Je veux dire, me manquent, mais nous manquent terriblement, terriblement. Et ces interviews, donc, totalement insolites, qu'on retrouve aujourd'hui sur Facebook, il fallait convaincre les invités de venir, ce qui n'était pas facile. Vous aviez des complices, Raphaël Muslet. Tout le temps, bah oui, non mais... Moi, ce qu'on ne sait pas, c'est que la plus grande satisfaction, c'est qu'on me dit « Oh, bah moi aussi, je peux le faire ». Toute ma vie, on m'a dit ça. On me le dit beaucoup moins maintenant. Parce que peut-être on comprend moins ce que je fais. Donc ça m'amuse. Mais la difficulté, c'est de faire un truc qui paraît très léger, mais au final, c'est d'une complexité à mourir, parce qu'il faut avoir des arborescences, tout calculer, faire venir un mec pour les 100 ans du cinéma. Si le mec n'aime pas le cinéma, j'appelle un autre gars, je dis bah, c'est pas grave, fais-le venir pour les 100 ans du foot. Bon, il faut un mail de confirmation, il faut un mail de, pas un mail, parce que les mails n'existaient pas, enfin un fax de confirmation. Le fax, il faut, quand on envoie un fax, il y a l'entité de la chaîne ou du producteur qui apparaît. Donc moi, j'en avais pas. Donc j'allais sympathiser avec la standardiste de TF1. À la fin, je dis est-ce que je peux envoyer un fax à un copain? J'ai oublié de lui envoyer. Donc le mec reçoit un fax avec l'entête TF1 et se dit ah bah oui d'accord, il bosse vraiment là-bas. Alors tout est faux quoi. Alors et les interviews, quelquefois vous avez eu des sueurs froides parce que il y en a qui l'ont très mal pris. Ouais, il y en a qui l'ont mal pris, mais au final, avec les années, franchement. J'ai été copain avec tous. De Mathilde Amet qui avait très très mal pris à comment il s'appelle, à Lambert Wilson qui avait mal pris aussi. D'ailleurs, il m'avait interdit la diffusion. Ensuite, c'est lui qui a voulu que ça passe pour expliquer pourquoi il s'était barré. Et après, il a fait une psychanalyse, une psychothérapie de groupe. Je lui avais dit, t'as quel âge? Il me dit 36 ans. Je lui ai dit, tu crois pas qu'il serait temps d'y aller si tu veux être star international? Bon, il s'était levé, il est furieux, quoi. Et après, il a fait Matrix, donc comme quoi je m'étais pas trop gouré, quoi. Et je l'ai revu et j'adore Lambert Wilson, et définitivement. Et vous avez compris la pagaille que vous alliez réussir en interviewant Jean-Pierre Pernaut. Alors Jean-Pierre Pernaut, c'était formidable. C'était la deuxième interview que j'avais faite. C'était avec lui. Après Thierry Ray. Il n'a absolument rien compris. Je l'ai revu beaucoup après. C'est un gars délicieux. Mais il n'a pas compris parce que quand on vit les interviews, on comprend pas forcément. Quand on les regarde, ça c'est différent. Et je lui dis, parce qu'il me dit, bah il y avait rien du tout. Ah j'ai si, c'était une interview drôle. Ah bah non, il me dit bah si vous vouliez que ça soit drôle, il fallait me le dire, j'aurais raconté des histoires drôles. Ah j'ai dit bah non, là ça aurait pas été drôle. Et il a pas compris, il avait pas du tout compris. Avec le recul, oui, les gens comprennent ce que j'ai un peu dans la tête, un peu hein. Mais sur le coup, non, personne comprend rien. Oui, et Guy Marchand a failli vous casser la figure. Oui, mais il l'a pas fait parce qu'il avait déjà cassé la figure à quelqu'un dans la même journée, et c'était Gérard Louvain. Il y a prescription maintenant, il y a plus de 10 ans, donc voilà. Et donc, il me dit voilà, j'ai cassé la gueule à quelqu'un aujourd'hui, mais pas deux. Et ouais, c'était rigolo. Et à la fin de l'interview, est-ce que vous expliquez la supercherie à votre invité? Pas forcément. On demandait les autorisations de tournage parce qu'on est en France et on demande des autorisations, mais ce qui est normal, à moindre des choses. Et j'explique, mais même en expliquant de temps en temps, il y a des gens qui comprennent rien. Parce que tant qu'on n'a pas vu le résultat, on ne sait pas. Entre vivre et regarder, ça n'a vraiment rien à voir. Et puis, il y a eu Samuel Jackson quand même, que vous avez laissé seul en allant aux toilettes. Oui, parce que je ne sais pas trop quoi lui dire, parce que moi je comprends rien à l'anglais. Je mange italien uniquement et donc mes questions sont très préparées, tout est très chiadé mais après les réponses, moi ce qui m'intéresse surtout c'est mes questions, donc après je n'ai pas trop quoi lui dire. J'ai dit écoutez, est-ce que vous pouvez me résumer un peu vos dernières vacances parce que faut que j'aille aux toilettes. Et donc je m'en vais et il parle à la caméra à la chaise vide et j'étais plus là quoi. Et ça m'amusait quoi. C'était. Et même James Brown. Ah, James Brown, c'était magnifique. Et James Brown, j'ai chanté Sex Machine avec lui. C'était un moment très, très joyeux dans ma vie, quoi. Et après, lui était très, très, très marrant. Je l'ai raccompagné après dans sa loge au Palais des Congrès, porte de Versailles. Et juste avant qu'il rentre sur scène, quoi. Donc, c'était énorme, quoi. Énorme. J'ai vécu des trucs incroyables. Et alors, il y a des inédits. Ouais, plein, ouais. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Alors, c'est très, très bizarre. C'est qu'à Canal, à l'époque, j'étais nulle part ailleurs. Je faisais des scores invraisemblables. Je crois que je pense, ce qu'on m'avait dit à l'époque, j'ai le plus gros
score au minute par minute de Nulle part ailleurs, avec l'interview d'Alex Métayer, ce qu'on m'avait dit, qui faisait 6 minutes 15. D'ailleurs, il gueulait, il me dit, ouais, non, la fesse, il fait 2,30, faut faire, je dis, bah, prenez Jean-Yves, il est formidable, c'est un génie. En plus, c'était vraiment mon pote, hein, Jean-Yves. Et donc, je lui dis, bah, parce que les gens se rendent pas compte que 6 minutes, ça peut être court, et 2 minutes, ça peut être très long. C'est ça le truc. Donc, ils m'ont laissé avec ça, et j'ai dû en énerver beaucoup, pour de vrai. Ils m'ont convoqué une demi-heure avant un Nulle part ailleurs. Et ils m'ont dit, Monsieur Mesrahi, la vedette, c'est pas vous, c'est la chaîne. Et 6 mois après, j'étais viré. Et ils m'ont interdit de Canal pendant 20 ans. Pendant 20 ans, je n'étais plus jamais invité sur Canal+. Les gens me disaient, mais vous êtes où? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je ne sais pas, j'ai jamais su. J'ai été interdit de Canal+. Là, je reviens un peu. Voilà. Mais j'ai été interdit pour aucune raison. Et ça vous fout vraiment une vie en l'air. Donc bon, c'est pas très grave, maintenant il y a plus de 20 ans, j'aurais pu écrire un livre et tout, etc. Parce que dès qu'on est viré, on écrit des bouquins, moi j'ai autre chose à foutre. Donc je préfère être avec mes animaux, c'est plus marrant. Mais aujourd'hui, comme le temps passe et je suis plus proche de la fin que du début, donc je peux me raconter un peu. Voilà. Et effectivement, on va revoir un jour ces interviews. Et on va les voir bientôt, parce que là on en a sorti une 25-30 jamais monté, jamais diffusé, avec Daniel Evenou inédit, avec Francis Lalanne inédit, avec Sylvie Joly inédit. Enfin, il y a plein et les nouvelles que je tourne actuellement. Là, j'ai tourné Jean-Claude Van Damme. Et Jean-Claude Van Damme, je crois que c'est quasiment ce que j'ai fait de mieux depuis le début de ma carrière. Et là, j'ai vraiment hâte de le montrer au grand public. S'il y a juste un truc, faut partir. Il y a le lancement. Tiens, je vous offre le lancement. Et je lui dis, vous êtes né à 100 km à vol d'oiseau de Liège. C'était quoi comme oiseau? Et à partir de là, ça va dans le délire. Là, ça part. Ouais. Et puis une autre date importante, c'est le 30 janvier 2023. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Raphaël Mesrahi. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Raphaël Mesrahi, 30 janvier 2023, la nuit de la déprime, qui est une institution, ce que vous n'auriez jamais imaginé au départ. Non, parce que c'était tout le monde. J'ai tout le monde ado, hein, comme d'habitude. Dès que je fais un truc, je dis ouais non, tu te rends pas compte, faut pas faire ça. Pourquoi tu fais pas la nuit du bonheur? Je dis mais le bonheur, c'est pour les cons. On s'en fout du bonheur. Moi, je préfère les gens déprimés aux gens heureux. Au moins, on est sûr que c'est vrai. Oui. S'il n'y a pas de bluff par rapport à ça. Puis je me suis dit, c'est un pied de nez à toute la morosité ambiante. Là, il y a Gilles Marchal, qui est meilleur pâtissier de France, qui était ex-pâtissier du Crillon, qui vient offrir des madeleines à tous les spectateurs, parce que pleurer comme une madeleine. On offre des mouchoirs à l'entrée. Là, j'ai demandé aux mecs qui font du pain, des baguettes, qu'ils offrent des baguettes à la fin parce que tout le monde est à la rue en ce moment. Donc les spectateurs repartiront avec des baguettes à la fin du spectacle. Enfin bon, c'est que des trucs comme ça, quoi. Alors, c'est aux Folies Bergères, le 30 janvier. Et ça, c'est la 9e année cette année. La 9e année, enfin, ça aurait pu être 10 ans, mais c'est... Ouais, il y a une année que j'ai zappé, qui était vraiment la déprime, c'est quand j'ai perdu mon père. Donc ça, c'est la seule année, en 2016, où j'ai pas fait la nuit de la déprime. Et donc, voilà, donc ça suit son cours. Et là c'est la 9e année cette année aux Folies Bergères. Et à chaque fois, c'est un casting. Alors, c'est pas du tout un truc branlotin, c'est qu'on a vraiment les plus grands artistes qui existent. Hein. Et tout le monde est venu, d'Ibrahim Malouf, Véronique Sanson, Alice Donna, Alexandre Tarot au piano, Nathalie Dessay qui est venue. Enfin, vraiment, c'est que des grosses stars. Thomas Dutronc, il était parrain l'année dernière. Il a tellement adoré. Il me dit, ouais, faut que je revienne cette année. Il y a Gabriel Yared qui a été oscarisé avec la musique du film L'Amant, etc. Mais qui vient cette année. Et le parrain cette année, c'est Claude Lelouch. Oui, car vous avez tourné avec lui. J'ai tourné. Mais surtout, il a découvert vraiment qui j'étais. Et là, il m'offre un très gros rôle dans son prochain film. Donc là, je suis très content. Je suis content. Mais là, je suis encore plus content. Et être le parrain, ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'il a il me dit, voilà, donc j'aimerais bien inviter telle personne. Il y a François Sabian qui va venir. Il y a Nicole Croisy qui va venir chanter la chanson de son film. On démarre avec la Ford Mustang de Claude, qui est d'un homme et une femme, alors qui démarre pas. Donc il y a mon copain de Dépanne 2000 qui arrive avec une dépanneuse et la voiture, la Ford Mustang, arrive avec Claude Lelouch en dépanneuse aux Folies Bergères. Enfin, tout ça, c'est un film dans le spectacle. Et je fais venir Rhoda Scott cette année, c'est exceptionnel, Rhoda Scott qui est jamais invité et je vais rendre hommage à l'orgue Hammond. L'orgue Hammond, c'est l'instrument qui a fait les gros tubes des années 60, les Beatles, Evangelis, etc.
à 80%, c'est l'Orgamonde. Il y a l'Orgamonde qui vient sur scène, il y a Rhoda Scott, il y a les musiciens de Thomas Dutronc, de Dutronc et Dutronc qui sont là, de l'harmoniciste de Johnny Grexlap. J'en oublie, il y a 40 artistes. Donc, Il y a Christophe Willem, d'ailleurs, qui a fait une vraie dépression il y a 2 ans, parce qu'il ne savait pas du tout s'il allait continuer la chanson. Il avait et alors, donc le résultat il fait un nouvel album. Ah oui, d'accord. Ça y est. Ouf, on a la réponse. Voilà. Mais comment ça se passe Comment ça se passe une nuit de la déprime? Ah bah ça se passe bien. Donc déjà j'arrive, je dis bah voilà, donc on est encore là. Hein. Comme quoi j'avais menti à personne, on est en plein dedans. J'espère que l'année prochaine ça sera pire. Et voilà, je dis ça va, et tous les spectateurs font non. C'est très festif. Pour de vrai, c'est vraiment et comme il y a que des pointures et au niveau qualité et musicale et d'interprétation, on est dans l'excellence. Donc la soirée se passe très bien. De temps en temps, si on a fait toute une série, on a fait des minutes de silence, on rendait hommage aux produits qui nous avaient quittés, genre les Tritz, les Triscott. Enfin voilà. Et tout le monde vient, Raphaël Mézrahi, parce que ça n'existe nulle part ailleurs. Ah, d'une part, ça n'existe nulle part ailleurs, sauf au Québec. J'ai vendu les droits. Enfin, j'ai offert les droits. Là, c'est tout parce que c'est toujours au profit d'associations. Au Québec, c'est au profit des gros. Oui. Voilà, des personnes obèses. Des personnes obèses, très bien. Ok, pourquoi pas. Et moi, c'est au profit des animaux. Donc 100% de la billetterie, c'est pour les associations. Et donc, ouais, ça n'existe pas. Et puis surtout, c'est un truc et festif et surtout et on se marre, mais tout le monde revient, que ce soit Cali, que ce soit même ceux qui chantent pas. Nolwenn va peut-être venir pour passer le balai entre deux chansons. Enfin, c'est un concept qui n'existe pas. Oui, mais encore faut-il l'imaginer. C'est un énorme travail de préparation. Oui. Ah bon, au niveau de la préparation, c'est-à-dire que c'est colossal. Au lieu d'être 40, on est 4. Vraiment. C'est-à-dire que moi, la moquette, je l'ai plus parce que les mecs sont barrés avec la moquette. Il y a les scellés dans la boutique, là où il y a ma moquette. Donc, faut que je retrouve la moquette. S'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui peut me filer de la moquette, j'adorerais. Là, faut que je rachète 3-4 tables. Ouais, parce que la moquette est sous scellé avec les chaises parce que c'est une boîte qui a déposé le bilan. Enfin, c'est tout un enfer de trucs. Donc, au lieu de les garder avec moi, parce que j'ai pas la place. Donc il faut que je rachète 2 petits canapés, tout ça pour les artistes avant. Donc voilà, s'il y a des gens qui ont des prix là-dessus, donc j'irai. Autrement, j'irai chez Ikea. Et voilà quoi. Mais voilà, je m'occupe de tout quoi. Oui, mais appeler tout le monde, les convaincre. C'est-à-dire, maintenant, c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Ah, heureusement qu'il y a le bouche à oreille parce que par exemple, Yvan Cassard, il a autre chose à faire. Yvan Cassard, mais ce qui est formidable, quand il était venu faire un duo piano-voix avec Louis Chédid il y a 3 ans. Eh ben ils se sont dit c'est génial, pourquoi on ferait pas une tournée? Et la tournée Chédid Cassard est partie de la nuit de la déprime. Et là il l'annonce, c'est lui qui l'annonce, donc je savais même pas. Mais c'est plutôt très flatteur, je suis content quoi. Et vous l'auriez pas imaginé quand vous avez créé la première nuit de la déprime? Mais je n'ai rien imaginé du tout moi. Moi je fais pas les trucs pour imaginer, je fais des trucs. Parce que ça me plaît sur le coup, je dis tiens c'est chouette. C'est né comme ça pour un soir? Alors c'est né comment? Parce que j'ai l'équivalent de 30 000 albums. Après, je suis un malade de musique, je ne pense qu'à ça. J'aime les animaux et la musique. Et un jour, je tombe sur une chanson de Nicolas Perrat qui s'appelle Marie l'inexorable. Et c'est globalement l'histoire, c'est un père qui rentre avec sa femme et les 2 gosses à la maison. Il monte au grenier parce qu'il pleut beaucoup, donc pour fermer les fenêtres. Et il se prend une poutre et il reste coincé. Il explique que l'eau monte inexorablement et que la maison n'en a plus pour longtemps. Et à la fin, tout le monde meurt. Bon, je lui dis tiens, c'est assez marrant comme chanson. et donc je l'ai appelé, j'ai dit tu peux pas venir chanter cette chanson? Il me dit ouais, avec plaisir. Et il est venu. Et j'ai demandé à Enrico Macias, tu veux pas chanter J'ai quitté mon pays? Tu veux pas chanter? J'ai demandé à Nicoletta de chanter Les Morts le soleil. Enfin, tout le monde est venu. Et donc je me dis tiens, c'est trop marrant. Et là, cette année, il y a Souad Massi, par exemple, qui est immense comédienne, immense chanteuse kabyle qui va venir chanter également. Enfin, voilà, donc j'ai plein de... Il y a Louane aussi, par exemple. Enfin, voilà, c'est un 180 degrés. Et ils viennent pour le plaisir de passer une soirée comme ils n'en passeront pas ailleurs. Ah non, mais surtout mais après, il y en a plein qui gueulent en me disant « Ouais, mais pourquoi je suis pas là cette année ?» Non, mais bon, Liane Folly, que j'aime, à la Folie, mais elle est pas là cette année. Mais parce que Nicoletta est pas là cette année. Mais autrement, la soirée fait vraiment 12 heures. À un moment donné, il faut s'arrêter. Mais je fais en sorte que tout le monde soit là une année sur 2, une année sur 3. Voilà. Nicoletta, qui a été une de vos premières fans après l'interview truquée. Qu'est-ce que je l'aime, Nicoletta. Ouais, mais puis elle aime les animaux. Non, mais Nicole, elle est extraordinaire. Et sur l'affiche de cette nuit de la déprime, donc au Folies Bergères le 30 janvier, il y a écrit que MC Solar doit vous rappeler. Oui, MC Solar doit me rappeler, ouais. Et je retrouve pas le numéro de Bruce Springsteen, pourtant je suis sûr de l'avoir posé sur la gazinière. Voilà.
Oui, bah oui, il faut mettre des trucs un peu sur les affiches, c'est drôle. Parce que comme c'est des 4x3 dans le métro et que les gens ont un autre à faire que lire, donc je mets du texte. Alors Bruce Springsteen, il faut savoir qu'il a beaucoup d'humour. Mais je le connais pas, mais qu'est-ce que je l'aimerais? J'aimerais qu'il soit là. Écoutez, un jour... Si vous connaissez quelqu'un qui connaît Bruce Springsteen... Un jour, il boit de la tequila dans un parc du New Jersey, ce qui est interdit. Ouais. Il se trouve devant le juge qui lui dit comment vous avez une amende de 135 €, comment vous allez la payer? Il dit je crois que je peux la payer. Il a 500 millions en réserve. Ah oui, Bruce Springsteen, ça va. Alors, cette aventure, finalement, il y a aussi des lectures insoutenables que vous évoquez. Dans cette nuit de la déprime. Il y a des lectures, il y a des chansons. Il n'y a plus de lecture du tout, c'est qu'un concert. Ah non, la lecture, ça marche pas du tout. Peut-être cette année, je vais demander à comment ça s'appelle, à Francis Huster de lire, mais un texte, au lieu que ça fasse 13 minutes, ça va faire 1 minute 40. Oui. Et toutes les 20 secondes, je mets un fondu au noir sur son visage, et derrière, sur l'écran, il y aura écrit 26 minutes plus tard. D'accord. Voilà, c'est comme ça, le temps sera passé, il y aura une ellipse de temps, ça ira très bien, ça suffit, quoi. Ah non, il n'y a plus ça, parce que là, vraiment, pour le coup, c'est une torpeur pour tout le monde, quoi. Alors, il y a une chanson que vous ne connaissez peut-être pas qui aurait mérité de figurer dans cette nuit de la déprime. Et à la joie, le percepteur, message à Ken, pli boutique. Je l'ai chanté. Voilà, mais c'est Jean-Noël Dupré. Je l'ai chanté en mineur. Voilà. Je l'ai chanté. J'ai chanté à la manière de Jean-Noël Dupré, ouais. en duo avec Arnaud de Saint-Mer pour la 2e nuit de la déprime. Je l'ai chanté en mineur. Ça, ouais. Parce que effectivement, Jean-Noël Dupré était un élève de Mireille. Il a fait cette chanson et on l'avait appelé le mou chantant à l'époque. Ah oui. Ah bah voilà, le mou chantant, hommage à Trenet évidemment. Et la déprime, la dépression, vous l'avez connue? Alors la dépression, c'est une maladie. La déprime, non. La déprime, c'est passager. Là, je touche pas à la dépression. Je touche qu'à la déprime. La déprime, c'est tiens, j'ai pas révisé mon interro de maths, j'ai pas. C'est voilà, c'est passager. C'est pas grave. Dépression, non, faut faire gaffe quand même. Et vous avez connu le psy vous-même? Même pas, non. Ah si, je suis allé voir un psy, ça a duré, allez, 2 minutes. Ah quand même. Oui, parce que j'étais avec ma fille, à un moment donné, je vois la psy qui est là, et il y avait un moucheron qui volait, et elle écrase le moucheron. J'ai dit, écoutez, on va arrêter ça tout de suite, c'est-à-dire que moi je viens voir quelqu'un qui respecte la vie, et le premier truc que vous faites, vous tuez un moucheron, je crois qu'on va pas pouvoir s'entendre. Au revoir, et je suis parti. Exactement. Bah, un psy qui tue un moucheron, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Alors il faut savoir que la déprime, ça a été un livre très célèbre, le premier livre sur la déprime. Jacqueline Michel, qui était une journaliste au Parisien, avait fait ce livre et qui expliquait comment la dépression existe, mais que la déprime permet d'en sortir. C'est possible. C'est un roman, c'est le premier roman dans l'histoire. Eh ben, c'est ce que je pense aussi, oui. C'est pour ça que la dépression, c'est fulgurant, c'est un gros truc, c'est une maladie. La déprime, c'est une sorte de morphing de la dépression et du bien-être. C'est entre les deux, quoi. Alors, si l'on en juge par la situation actuelle, votre nuit de la déprime a un grand avenir. Ah oui, mais c'est ce que je dis, j'espère qu'il y en aura d'autres. On est parti pour qu'il y en ait d'autres, d'ailleurs. C'est assez... Je sais pas ce que c'est que ce foutage de gueule planétaire, mais... Waouh, c'est quand même violent, hein, ce qu'on vit là pour de vrai. Moi, je peux pas aider. J'aimerais faire en sorte d'aider tout le monde tout le temps, mais c'est très compliqué. Il y a des gens qui, c'est terrible les situations partout. Donc, moi, je préfère me marrer. Et j'aime pas vraiment. Je déteste les gens qui font la gueule, même si c'est parce que je trouve ça vulgaire de faire la gueule. Si je préfère les gens, voilà, on a compris que c'était compliqué et on essaye de trouver des solutions. Parce que c'est pas en faisant la gueule qu'on va trouver des solutions. Et on vous aide aussi parce que vous trouvez des sponsors à chaque fois. Voilà, j'en ai perdu 2 cette année. Donc j'ai perdu la maison de la literie, mais qui pourrait vraiment être sponsor vraiment cette année. Là, pour le coup, c'était vraiment la déprime. Mais c'est plein de magasins qui vont fermer, donc c'est très compliqué. Et donc, bah oui, il me faudrait d'autres sponsors, quoi. Pour l'année prochaine. Alors, moi, j'ai un modèle économique qui est basique, mais si tout le monde pouvait utiliser mon modèle économique, ce serait génial. Donc, j'ai une partie, les caméras, tout ça, c'est payé par le groupe Canal qui filme. Voilà, je n'ai pas de bénéfice sur le tournage. Donc, ils financent le tournage et la diffusion. En 2, j'ai les sponsors qui me permettent de payer la salle, parce que je la paye. L'affichage, même si j'ai des super prix grâce à Métrobus, qui sont super avec moi depuis le début, mais il faut quand même payer le papier, machin, etc. La location de l'Orgamonde, de la bouffe, pour les voyages en train, tout ça. Bon, tout ça, je paye. Donc ça, c'est les sponsors qui me permettent de payer tout ça. Et comme ça me permet de donner 100% de la billetterie pour les associations. Et tout le monde pourrait faire ça, et tout le monde serait content. Vous mériteriez d'être remboursé par la sécurité sociale.
Moi, je veux rien. Je vais vous dire un truc, on m'a remis... j'étais chevalier des Arts et Lettres il y a 12 ans. Je suis jamais allé chercher parce que je suis trop pudique. Et je crois que je mérite rien. Pour de vrai, hein. Je suis pas sur Terre pour que... voilà. Je suis que de passage, je suis lucide. Voilà. J'essaye de faire au mieux et voilà, c'est bon, quoi. Et finalement, votre vie, c'est la campagne. Rien, je me fais chier à mourir. Ah bon? Ah ouais, moi, c'est les animaux. Je suis avec eux. Et... voilà, déjà dans ce métier, je suis pas du tout à ma place parce que je suis pas à ma place. Il y a plein de gens qui... On commence un peu à comprendre où j'en suis, où ce que je fais et comment j'en suis arrivé là. Mais c'est très compliqué. Comme je suis pas dans le moule, c'est très compliqué. Donc, ouais, j'ai fait une carrière que... Voilà. Ah, vous passez votre temps à vivre ce que vous inventez. Oui, heureusement. Mais plein, j'ai fait une bande dessinée sans dessin, ça s'appelle La Bande à dessiner, il y a 150 pages de bulles de texte, c'est livré avec un crayon et une gomme, et les gens doivent imaginer les images qui vont avec mon texte. Et en fonction des dessins qu'on fait, l'histoire change. Voilà, mais parce que ma vie c'est ça, comme je m'ennuie, je crée des trucs, tous les jours. En tout cas, ceux qui vous suivent ne s'ennuient pas, grâce à vous. Ah non, mais c'est ce qu'ils me disent, ouais, je suis très content d'avoir... Mais d'ailleurs, je suis surpris, autant de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, parce que là, je les vois, et je leur réponds, ils me disent, ah bon, vous me répondez? Je dis, ouais, mais je réponds à tout le monde, quoi. En tout cas, la réponse, c'est 30 janvier 2023, Folies Bergère à 20h. Celles et ceux qui vous aiment, ils sont nombreux, ils seront au rendez-vous comme d'habitude pour rire grâce à cette nuit de la déprime. Ouais. Et les places, 100% de la billetterie, c'est pour les associations. Donc s'il y a des places libres, il y en a encore un petit peu au second balcon. Mais achetez-les, parce qu'on se démerdera, vous descendrez, je vous appellerai, enfin, c'est festif, quoi. Il y en a pas un qui est au second balcon qui reste bloqué. Non, tout le monde peut bouger en fonction des... Puis on a toujours été à guichet fermé, donc voilà, quoi. On va continuer comme ça, ne changez surtout rien. Bah, trop tard, vu mon âge. Merci Raphaël Mizrahi. Merci Jacques de votre accueil, c'est super sympa. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.